production, en service, au service de l'automobile au Maroc. Alors bon, quelques flashs sur le avant et après Covid. Donc, que dire? Donc, nous avons affiché un recul sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019, qui reste quand même l'année de référence pour nous, l'année 2019. Le Covid est apparu en début 2020, exactement le 15 mars, si vous vous souvenez bien. Du 15 mars jusqu'au fin avril, nous avons été fermés. Les usines ont été fermées totalement. Nous avons repris en mai, tout doucement. Mais après, nous avons continué à aller au travail. Nous avons produit dans le secteur automobile, même s'il n'y avait pas les déplacements, les gens avaient autorisation pour aller au travail. Et donc, le secteur a continué à travailler. Il y a eu, grosso modo, entre 18 et 20% de recul sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Et en 2021, donc, nous n'avons pas pu récupérer complètement le niveau de 2020, mais nous nous sommes rapprochés. Par contre, sur 2022, nous sommes sur un train qui rattrape le niveau d'activité de 2019. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la crise Covid, en fait, c'est une chose, mais les répercussions, ce que j'appellerais les effets secondaires du Covid, la perturbation de la supply chain, notamment sur les chips, sur les composants électroniques, a affecté durement le secteur. Donc, ce n'est pas un recul du marché en termes commerciaux, mais plutôt en termes de capacité industrielle sur la production des composants électroniques. Comme vous le savez, aujourd'hui, cette crise s'est estompée, mais il y a encore quelques perturbations mineures de temps à autre. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, les raisonnements stratégiques ne sont plus les mêmes. Après Covid, cette pandémie a remis un petit peu des choses en ordre. Donc, de nouvelles réflexions sont en train d'être menées pour réduire un peu les flux, les grands flux entre notamment le sud-est asiatique et l'Europe ou l'Amérique. Et donc là, nous devons nous positionner pour essayer d'augmenter notre part de marché, notre valeur ajoutée en termes de composants dans la région euro-méditerranéenne. Alors voilà ce que j'avais à dire sur le salon, sur l'organisation du salon et sur comment ça va se dérouler. Après, on va laisser le champ libre à des questions auxquelles je répondrai, mais avant tout, je voudrais remercier le bureau permanent de l'AMICA pour la préparation de cette conférence de presse et de l'événement lui-même, et puis le soutien indéfectible de nos sponsors, l'AMDIE, TMSA, Renault, Stellantis, et les banques, bien sûr, qui sponsorisent l'événement. Merci à vous tous et à toutes. Et voilà, j'attends s'il y a des questions auxquelles on va répondre. Merci. Live 2 ? Ah, pardon. Celui-là. Monsieur qui a une question, là, on va attendre. السلام عليكم أزوباح مصطفى رئيس RT نيوز. الصالون غينعقد تحت موضوع كاين استراتيجي بو لا رولانس دو سيكتور دو لاندستري اوتوموبيل. ما هي التعديلات التي يجب إدخالها على البي مخطط التسريع الصناعي من أجل خاصة أنه السيد الرئيس قال لي واحد عامين هذه قال أنه جميع الأهداف ديال البي متتابعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عنده علاقة بالإلكتريك.
في الايكوسيستم الجديد ما هو المكانه اللي غتكون عند السيكتور. شفنا بزاف ديال الاستعدادات، شفنا مناجم الاتفاقيه اللي وقعتها مع رونو، شفنا ميكرو الكترونيكس دخلت في مشروع ب 250 اظن ولا 2 مليار شي حاجه ديال الدرهم. شفنا تصريح ديال السيد وزير الصناعه على الجيجا فاكتوري. دونك كيف يستعد القطاع لهذا التحول؟ السؤال عندي 4 أسئلة. السؤال نجاوبوا على الجوج الاولين بعدا ونرجعوا للجوج الاخرين باش نعقلوا عليهم. الاول concerne la première question concerne la partie le PAI, la révision du PAI, bien sûr. Bon, et puis la deuxième sur la voiture électrique, les batteries, tout. Je passerai la parole à un de mes collègues involontaire. Là, c'est le président après la voiture électrique, les batteries. Bon, là, pour la première question, effectivement, le PAI 2014-2020 de tête, qui a été initié, avait permis un développement indéniable, on connaît ça, en termes d'emploi, en termes d'attraction des investisseurs. Nous sommes parvenus à atteindre les objectifs du PAI. Il a été révisé quand on s'est prévu en 2018, peut-être, avec ces Moulahid Alami. Ici même à Tanger, nous avons refixé de nouveaux objectifs. Et bon, nous étions sur ce train-là quand arrive la crise, la pandémie. Je pense qu'aujourd'hui, il reste valable les chiffres du PAI. Les orientations, en tout cas, sont toujours là. Le développement des écosystèmes que j'ai montré découle sont cohérents et convergent avec les objectifs du plan d'accélération industrielle. Donc le secteur automobile continue sur la même stratégie. Il y a des unités qui ont ouvert encore des signatures qui ont eu lieu en janvier 2022. En 2021, il y a des unités qui ont ouvert à la fois à l'attaque et à la zone franche. Donc le secteur continue à bien se porter. Cette attractivité, je pense qu'elle est là, elle est continue et nous continuons à nous développer en tant que secteur. Ça, c'est pour la première question. Sur la deuxième, sur la partie préparation à la voiture électrique, notamment les batteries, c'est ça. Je ne sais pas qui pourrait prendre la parole parmi... c'est Hakim ou la CIO, par exemple, je ne sais pas. Sur des investissements sur les énergies renouvelables, notamment la batterie, si tu as des... Alors, effectivement, bon, sur le sujet de la batterie, ça a fait beaucoup de bruit. Alors, ce qu'on peut dire sur ce type d'investissement stratégique, nous, filière, nous sommes partenaires, mais généralement, c'est conduit par l'administration marocaine parce qu'il y a des engagements de l'État. Ce qu'on peut vous dire, c'est que nous avons des atouts sur la filière automobile au Maroc et des atouts intrinsèques déjà au niveau du pays. Nous avons une partie des matières premières. On ne peut pas tout avoir, comme vous savez, mais une partie est là. C'est déjà un atout important. Nous avons un marché potentiel au Maroc d'assemblage véhicules et aussi sur l'Europe et des constructeurs partenaires qui sont impliqués dans la démarche. Donc comme là, vous dites, donc les atouts sont là. Après, secteur automobile, c'est toujours fixé des challenges qui semblaient être des challenges difficiles. Mais de là, à chaque fois, les résultats ont été réalisés. Donc, c'est un sujet qui est en cours, comme vous le savez, et nous sommes confiants que tous les atouts sont là pour y arriver. Merci. Sayo, peut-être tu vas rajouter quelque chose? Oui, peut-être pour revenir sur la question de la transformation qui se passe au niveau de la véhicule électrique ou la plus connue par la e-mobility maintenant. Je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut qu'on arrive à distinguer. Il y a l'évolution le marché local et qui est surtout lié la mise en place de l'infrastructure. Donc ça, effectivement, nous, on travaille avec l'administration qui reste le driver, qui est le sujet ADA, et donc, bien évidemment, c'est surtout lié à l'infrastructure. Et donc, le marché, il y a une évolution de toute manière qui va être à marche forcée, parce que le monde va dans ce sens-là et donc l'infrastructure doit suivre. Je pense que le vice-président a partagé les chiffres. Aujourd'hui, moins de 100 bornes sur quand même plus de 1000 km. C'est clair que nous avons un taux, un ratio de nombre de bornes
par rayon de kilomètres qui restent largement loin derrière l'Europe, qui elle-même, ils sont très en retard par rapport, effectivement, il y a une dispersion entre les pays d'Europe centrale par rapport aux pays du Sud, par rapport aux pays du Nord. Donc il y a déjà de la dispersion au niveau des pays européens, que je pense que les objectifs qui ont été établis par l'Union européenne à horizon 2035 vont forcer la marche. Donc Ada, qui est le premier sujet et qui, quelque part, sort la responsabilité, bien évidemment, de l'AMICA, parce que nous restons surtout sur des aspects plutôt industriels. Pour revenir à l'aspect industriel aujourd'hui, quand on dit l'aspect véhicule électrique, alors bien évidemment, nous, au niveau de l'AMICA, et dans le cadre de la stratégie qu'a partagée, ou en tout cas la synthèse de la stratégie qu'a présentée notre vice-président, il y a le volet transformation qui est important. C'est-à-dire que nous travaillons main dans la main avec le ministère, le département de l'industrie, avec aussi les développeurs de zones, notamment TMSA, pour faire en sorte d'attirer de nouveaux investissements. Ça, c'est un premier élément qui est très important, parce que vous savez, dans le véhicule électrique, les roues, les sièges, etc., ça va rester la même chose. Donc l'évolution principale est l'évolution, simplement les schémas électriques du véhicule, et donc il y a plus d'électronique embarquée, il y a plus de composants électriques, et donc c'est important effectivement à ce qu'on puisse accompagner nos sociétés effectivement de câblage aujourd'hui. Il y a des choses qui se font pour intégrer aussi le câblage haute de puissance, parce que surtout ce qu'on appelle un câblage moyenne donc faible courant. Aujourd'hui, c'est de la puissance qui est intégrée. On commence à voir de plus en plus effectivement d'extensions qui vont dans ce sens-là. Il y a l'aspect électronique embarqué, vous avez parlé de microélectronique, et puis d'autres qui commencent effectivement à arriver. Et puis il y a le cœur de la voiture électrique, qui est la batterie, et qui est là effectivement, comme l'a expliqué M. le Président, ça rentre dans le giron de l'investissement stratégique. Et un investissement stratégique, il faut savoir le gérer. Et donc, je pense que c'est piloté par le département de l'industrie. Et c'est le type, effectivement, aussi je pense que ça a été commenté auparavant, c'est le type aussi d'investissement qu'il faut savoir gérer dans le silence par rapport à certaines choses, parce que c'est quand même très stratégique. Il ne faut surtout pas faire de faux pas là-dessus. Et donc, je pense que l'administration, le département d'industrie travaille dessus. L'AMICA continue effectivement à apporter le support nécessaire dans ce sens-là pour faire en sorte à ce que ce projet-là aboutisse. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous, en tant qu'AMICA, on se prépare, on doit être prêt le moment venu pour préparer les modules de formation, les virages à prendre pour industrialiser, fabriquer ce genre de voiture. Donc nous arrivons en deuxième position. Madame aussi. Merci madame. Yahya Abdallah, Média 24. Je vais revenir sur la voiture électrique. L'Union européenne donc a décidé de se tourner totalement vers l'électrique à l'horizon 35. Ce qui veut dire que les constructeurs qu'on a, Renault et Stellantis, pour exporter en Europe, ils devront produire de l'électrique ici. 90% maintenant de nos exportations vont vers l'Europe. Ce qui veut dire qu'on est dépendant. On est dépendant de la décision des constructeurs. Est-ce qu'ils veulent garder le Maroc en tant qu'exportateur vers l'Europe? Et dans ce cas, ils doivent se tourner vers l'électrique. Et on est dépendant de l'Union européenne et de ses décisions. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, les subventions qui sont données pour la voiture électrique, il faut produire aux États-Unis. Alors, si l'Union européenne décide d'en faire de même, c'est-à-dire là, on va être... voilà, donc comment l'AMICA voit tout ça, comment vous voyez cette dépendance vis-à-vis de l'Europe et des décisions, bien sûr, des constructeurs. Deuxième question, les changements qu'il y a eu,
dans la supply chain, notamment dans la crise du Covid. Qu'est-ce que ça a changé chez les équipementiers marocains? Voilà, quelles sont les leçons tirées et quels changements ont eu lieu à travers cette crise-là? Bon, je vais répondre à la deuxième question et je passerai la parole à un de mes collègues pour répondre à la première. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, la crise, la pandémie Covid-19 a changé le paysage des approvisionnements industriels. Beaucoup de composants venaient du sud-est asiatique, pas directement chez nous, mais chez des équipementiers qui eux-mêmes assemblent et nous renvoient des sous-ensembles. Effectivement, le monde s'est réveillé en découvrant que des approvisionnements par bateau, 2 mois de voyage en haute mer, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux, notamment en cas de pandémie et de restriction des déplacements, etc. Et donc, effectivement, l'Europe, comme vous le savez aujourd'hui, tente à se retourner pour réindustrialiser certains composants qu'elle a elle-même produits pendant des décennies et qu'elle a choisi, pour des raisons de compétitivité ou de coût, de les délocaliser dans ces régions lointaines. Donc, cette idée aujourd'hui est remise en cause, d'accord? Donc, l'impact immédiat, bon, on ne le voit pas parce que de toute façon, pour changer une stratégie qui a duré pendant des dizaines d'années, c'est pas en 2 ans, mais les réflexions sont là, les orientations sont données de part et d'autre. Effectivement, l'avenir, il va vers moins d'échanges, moins de gros trajets sur des composants de véhicules. Notamment aussi liés à l'augmentation des coûts de transport, qui sont liés à la fois au coût d'énergie, et puis il y a eu un problème de disponibilité des conteneurs suite à cette pandémie qui a provoqué une inflation en termes de prix de transport. Donc tout ça fait que aujourd'hui les donneurs d'ordre, en plus il y a un aspect réglementaire, hein, je vous rajoute qu'aujourd'hui l'Europe a voté que pour des composants qui viennent de pays très lointains, vous payez une taxe carbone parce que vous contribuez à la pollution, puisque 2 mois de bateau en haute mer, ça pollue, et donc cette taxe appliquée va être répartie sur le contenu des transports, et ça a pour effet immédiat de relocaliser ce qui peut être localisable rapidement. Et il y a des réflexions comme ça, notamment en Italie par exemple, qui cherchent sur le bassin méditerranéen de réindustrialiser un certain nombre de choses, notamment des moules d'injection par exemple, etc. Voilà un exemple que je vous ai donné. Donc il y a un changement, les effets commencent à apparaître, mais les vrais effets vont venir à moyen terme, ils ne seront pas visibles tout de suite. Alors pour la première question qui concernait la batterie, je rebelote, c'est You. De toute manière, comme entre autres je m'occupe de la commission stratégie, donc à la limite on peut enchaîner sur ça. Alors, pour reprendre un peu votre question, vous permettez, parce que comme ça je vous vois directement, je pense que, en tout cas c'est comme ça que nous on pense au sein de l'AMICA, et je vous invite à faire la même chose. Donc nous on a tourné la page, et eux ils décident, nous on subit. D'accord ? C'est à nous de faire en sorte à ce qu'on puisse s'imposer. Maintenant, les constructeurs peuvent décider ce qu'ils veulent, ils sont libres de leur stratégie. Comme les pays d'ailleurs, c'est de bonne guerre. Et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, oui, la réglementation va changer, les constructeurs, ils ont leur propre stratégie, c'est tout à fait normal. Donc c'est à nous d'être, comme disent les Anglais, ahead of the game, donc un peu à l'avance, d'anticiper, nous préparer à ça pour qu'on puisse s'imposer. S'imposer sur 2 éléments essentiels, c'est pas compliqué. C'est être compétitif et fiable. C'est aussi simple que ça. Si on est suffisamment compétitif comme industrie, ils ne pourront pas faire avec quelqu'un d'autre que nous. D'accord ? Donc, si on est fiable, alors qui dit fiable ? C'est-à-dire que etc., on sait livrer à temps, quand il le faut, comme il le faut. Donc on ne se cache pas derrière les arbres, etc. C'est-à-dire on assume, qui est Covid, pas Covid, etc. On assume. Et je pense que le Maroc a fait ses preuves pendant la période du Covid justement. Parce qu'on a su continuer à livrer dans des conditions qui étaient très compliquées. Donc le Maroc gagne et est un partenaire fiable au niveau industrie de l'industrie automobile européenne et même mondiale. Donc c'est-à-dire on a ces atouts-là,
On croit en nos atouts, et donc notre avenir est entre nos mains, n'est pas dans les mains des autres. Donc ça, il faut qu'on l'ait clair dans nos têtes, et que nous, effectivement, on va saisir les opportunités aujourd'hui. Vous avez parlé, j'enchaîne sur la première question dont a parlé Rachid. Ce qui se passe aujourd'hui, il est complètement en notre faveur. Donc maintenant, c'est à nous de le saisir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de nous le donner. D'accord ? Donc, nous avons un fort potentiel au Maroc, nous avons une industrie qui est très compétitive, nous avons des gens qui sont très compétents, nous avons une bonne infrastructure, nous avons des programmes gouvernementaux qui sont très puissants, qui peuvent nous aider effectivement à nous positionner, et donc c'est à nous de faire le boulot quelque part. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question. Voilà. Donc, il y a un virage, on va devoir le prendre. Donc, ce n'est pas un choix. On va le prendre et on va bien le prendre et on va accélérer pour dépasser les autres. Parce que c'est une compétition. C'est tout simplement, il faut l'accepter. Une fois qu'on rentre dans ce jeu-là, c'est une compétition. Donc, une compétition, il faut la gagner. C'est comme toutes les compétitions. Une finale, ça se gagne. Peu importe comment, mais il faut la gagner. Donc on va rentrer dedans. Voilà. C'est une question intéressante, mais je vais vous donner des orientations pour vous. Alors, comme a dit Seyoub, il y a la partie plateforme automobile au Maroc par rapport à sa compétitivité. Et vous avez évoqué le sujet, effectivement, entre constructeurs, entre plateformes mondiales, US. En fait, c'était lié à des systèmes de subvention. Chaque pays essaie de faire en sorte d'avoir un peu de lobbying pour attirer l'industrie chez eux. C'est de bonne guerre. Alors, au Maroc, aujourd'hui, on se positionne en partenaire des constructeurs automobiles. Je vais vous donner quelques indicateurs. Il y a les premiers modèles de voitures électriques, qui est la plateforme nouvelle. Donc, une est assemblée à Kenitra par constructeur partenaire, et qui a été un succès, parce que c'était un challenge au début. Ce type de modèle de voiture est nouveau. Il fallait qu'il soit compétitif. Des petites séries, relativement, aujourd'hui qui sont en train de grossir. Et le Maroc a accueilli la première marque, ensuite le constructeur a déployé la deuxième marque. Le constructeur à Tanger également, Renault partenaire, est parti dans la même direction. Donc aujourd'hui le Maroc produit des voitures électriques. Les deux constructeurs ont testé la plateforme Maroc qui a répondu favorablement. Deuxième aspect, c'est cette nouvelle mobilité. Donc il y a, et comme a dit mon ami Ayoub, c'est pas parce que nous sommes marocains, mais je vais dire de manière factuelle. Quels sont les enjeux à venir pour la filière automobile ? Un, il faut qu'on soit décarboné. Le Maroc a investi depuis plus de 15 ans dans, comme vous savez, les énergies renouvelables. Donc, nous sommes très fiers aujourd'hui de dire, nous avons la possibilité que pour les entreprises industrielles qui se connectent à partir de la haute tension, d'accéder, comme on dit, aux électrons qui viennent des énergies renouvelables de façon compétitive. C'est déjà le cas à Kenitra Free Zone pour certaines d'entre elles. Deuxième aspect, c'est cette mobilité du futur. Donc une voiture qui va devenir en même temps décarbonée, électrique, une conduite autonome et également connectée avec toute la partie multimédia qui arrive. Alors, je vous donne, vous savez qu'à Casablanca, le partenaire Stellantis a fait confiance au centre technique pour lancer le CETIEF 2.0. Ce sont des ingénieurs avec le partenariat du constructeur automobile qui travaillent en ce moment sur ces technologies du futur, sur des bancs d'essai, sur des essais. Et il y a également le deuxième investissement avec le partenaire UTAC qui est en Safrika. Donc il y aura des validations de véhicules et des parcs également, des pistes d'essai et également des carrefours pour tester et valider toute la partie de conduite autonome. Donc le Maroc met déjà les briques et a tous les atouts de façon intrinsèque et de la filière pour se projeter dans cette industrie du futur. Je ne dirais pas que tout est gagné, comme a dit Ayoub. Il y a du travail, il y a du challenge, mais tous les ingrédients sont là, a priori. Merci. Madame avait une question. Il vient d'être annulé. Oui.
Bonjour, je suis Khaira Arab Ben Saïd, je dirige le site web actuel.ma. Alors comme j'ai dit, j'avais 3 questions, mais pour ne pas me répéter, je vais vous poser une petite question vraiment classique. 2019, c'était la réussite, vous l'avez bien dit maintenant. Je voudrais juste savoir quelle est la particularité de cet événement que vous allez organisé d'ici peu de temps. Pour les 2 questions que je voulais poser, d'ailleurs mon confrère l'a déjà posé, mais je voudrais bien avoir plus d'informations. Pour la question sur la voiture électrique, la nouvelle star, notre nouvelle star, je voulais poser une question sur les infrastructures. Monsieur Ayoub a déjà répondu. Pour les enjeux, vous en avez posé plusieurs. Dans une, je n'ai pas très bien saisi, le changement de la supply chain. Je voudrais tellement savoir ce que c'est. Ce n'est pas grave si je pose cette question. Et puis il y a autre chose, parmi les enjeux aussi, vous avez les difficultés d'approvisionnement sur l'énergie et tout ça, si vous voulez nous éclaircir un tout petit peu, et merci. Mais la plus importante, c'est quelle est la particularité de cet événement par rapport après 2 années de repos et tout ça. Merci. Bien, donc cet événement, en fait, l'Automotive Meeting de Tanger, donc du 26 au 28 octobre, comme ça a été évoqué, en fait, la particularité, ce qu'il a de particulier par rapport aux anciennes éditions, ça c'est la 7e en fait, c'est qu'il vient après une pandémie que le monde n'a pas connue depuis des décennies. Et donc, effectivement, d'où le thème, quelle stratégie post-Covid pour relancer le secteur et le repositionner davantage. D'accord ? Comme ça vient d'être dit, en termes d'activité, nous avons récupéré les niveaux d'activité de l'année 2019. Alors maintenant, c'est comment, et c'est lié à la question de la supply chain en fait, parce que ce qui va avoir de particularité, ce qui a été perturbé dans notre secteur, c'est la supply chain. La supply chain, tout simplement, c'est la chaîne d'approvisionnement. C'est ça que ça veut dire en français. Donc aujourd'hui, nous approvisionnions beaucoup, nous continuons à nous approvisionner dans le sud-est asiatique, pas directement, mais via des équipementiers qui assemblent des sous-ensembles pour les livrer aux constructeurs à travers le monde. Et donc nous en faisons partie. Et donc ce schéma, ce flux, va être revu à cause ou grâce au point de quel côté on se situe de la barrière de la pandémie. Hein. Donc effectivement, les réflexions aujourd'hui pour réindustrialiser certaines choses qui sont simples, qui ont été délocalisées ailleurs pour des raisons économiques et pas que. Et donc nous avons notre place dans ce créneau pour nous placer, pour récupérer, si j'ose dire, exprimer comme ça, certaines fonctions de la voiture et les industrialiser chez nous. Dans le bassin méditerranéen, nous avons quand même une place de leader en termes de compétitivité, de coûts, de transformation et de crédibilité de plus en plus sur nos engagements vis-à-vis de la fourniture de l'UE. Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? D'accord. Merci, je vous remercie pour avoir posé cette vraie question. Alors ? Alors, aujourd'hui, ces difficultés, comme je l'ai dit, les capacités ont repris, donc ils ont réalimenté. Il y a quelques perturbations d'ordre mineur par rapport à l'année dernière, mais les nouveaux schémas d'approvisionnement sont en réflexion aujourd'hui, sont au début. C'est-à-dire, on ne peut pas couper, pour ne pas rompre cette chaîne d'approvisionnement. On ne se lève pas et on dit tiens, on a acheté là pendant 20 ans, maintenant, demain, on va acheter là comme ça. Il y a une phase de siffler, il faut développer, il faut y aller step by step, puis une fois que c'est mûr, là, on dit on va arrêter de le faire de ce côté-là. Je peux schématiser comme ça, les choses. Et ça commence déjà, je vous dis, la problématique des moules, par exemple, commence déjà avec par exemple, des entreprises italiennes, commence à concrétiser ici, mais c'est loin d'être la majorité, c'est au début, d'accord? Mais ça va se développer au fur et à mesure. À gauche, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Rachid, non, tu peux poser des questions, mais tu n'es pas journaliste. Madame Iman. Merci, j'aimerais rajouter une question sur le taux d'intégration.
Donc vous avez dit qu'on est arrivé à 65%. C'est déjà une réussite, il faut le dire, je vous félicite. Mais il me semble qu'il y a quand même un objectif peut-être à moyen terme d'arriver à 80%. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à accomplir pour arriver à ces 80%? Une vraie bonne question. Donc après on peut se perdre dans les chiffres, hein. Il y a plusieurs façons de calculer l'intégration locale suivant les pays, suivant les régions, suivant les constructeurs. Mais on peut se féliciter déjà d'avoir atteint un sourcing local de 65%, ce n'est pas évident. Hors moteur, parce que le moteur, vous le savez, le moteur thermique n'était pas comptabilisé comme pièce intégrable. L'assemblage du moteur peut-être, mais le cœur du moteur, la pignonnerie, la fabrication des pièces de précision grande série, non pas parce qu'on ne sait pas le faire. Ici, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question simplement de volume, d'effet volume. Une usine, le monde industriel, technologique veut qu'une usine automobile produise pour 4 sites d'assemblage véhicule. C'est des capacités de production en nombre qui est énorme. Et donc, pour être plus compétitif par rapport à ces usines-là, il faut avoir ce nombre à produire, grosso modo. Ce que n'est pas le cas. On n'a pas cet effet volume ici. Et donc, ça n'avait pas de sens d'ouvrir des unités d'usinage complexes, flexibles, partant du brut. En plus, la métallurgie, comme vous le savez, nous ne l'avons pas, c'est très énergivore sur place. Et donc, de ce fait, ça n'avait pas de sens d'avoir des usines moteurs complets ici, dans le vrai sens du terme. Donc, en plus, comme on vient de démontrer le contraire, l'orientation à venir, ce n'est plus le thermique, c'est plutôt l'électrique. Donc, au lieu d'investir des usines moteurs, il faut investir des usines batteries. Ce serait ça la stratégie, quoi. Donc, aujourd'hui, ces calculs d'intégration locale, hors moteur thermique, en intégrant la batterie, vous voyez, si on arrive à inclure la batterie et à la fabriquer localement, Soto va changer de visage tout de suite, hein. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous continuons, vous l'avez vu, donc l'intégration locale est au cœur de nos discussions, de nos débats. D'ailleurs, l'un des objectifs de ce salon, c'est de faire rencontrer les gens pour qu'ils étudient les possibilités de faire des pièces, de produire en local. Et bon, il y a des études par secteur, par équipementier. Chaque équipementier aujourd'hui qui intervient dans la voiture, qui fabrique pour la voiture, se pose la question, s'est déjà posé la question, quel est l'impact chez lui de la voiture électrique. Même s'il fabrique du métal, il doit se poser la question, mes pièces que je fabrique aujourd'hui, avec l'horizon voiture électrique, que deviendrait mon métier? Donc ça, c'est des réflexions qui sont dans les maisons mères, qui sont en train d'être menées avec nous. Et c'est ça qui nous permettra de nous préparer pour le virage vers la voiture électrique. السلام عليكم. تحدثوا على تاثير ديال الازمه ديال الكوفيد على القطاع، ولكن كاين ازمه اخرى هي الازمه ديال الطاقه. شنو هو التاثير ديال هذه الازمه خاصه ارتفاع ديال الاسعار في السوق العالميه على القطاع، رغم انه ربما عنده معفى ولا عنده امتيازات من الدوله؟ وثانيا، واش كاين الدعم ديال الدوله للقطاع الصناعي ديال السيارات؟ واش كان يعني قدر انه يخفف عليها هذوك التاثيرات؟ هذا السؤال الثاني، واش الاسواق الافريقيه لا تغري المصنعين ديال السيارات بعد السوق المحلي؟ واش كاينه استراتيجيه في هذا الاطار؟ شكرا. نجاوب على الثانيه والاولى من لي زامي ديالي. بون السوق الافريقي aujourd'hui عطينا المبيعات ديال الرونو، الاغلبيه ديالها كتمشي لاوروبا. اوروبا كتكونسومي هذيك لا فواتور سانديرو، اوروبا الغربيه والشرقيه. يعني هذه استراتيجيه ديال الكونستركتور ديال رونو. المارشي لوكال كياخذ واحد 5% و 95% ما بين الشرق الاوسط، والاغلبيه اوروبا. بالنسبه للستيانتيس عندهم استراتيجيه شويه مخالفه. يعني السيارات اللي كيتصنعوا هنا حتى هما كيتكسبورتاو واحد الفئه منها لاوروبا، ولكن كيتكسبورتاو كيتصدروا اكثر من رونو لافريقيا والشرق الاوسط.
هذه استراتيجيه مخالفه ديال يعني كاين واحد السوق كيزودوه على حسب المتطلبات ديالو. غير راكم على علم ان السوق الافريقي ضعيف بالقدره الشرائيه ديالو هاد السيارات هادو ضعيف شويه، وراه كيلبيو له يعني لي دوموند ديالو كيمشيو له بالاسبقيه. هذا اللي نقدر نقول لك على السوق الافريقيه اللي هو واحد السوق اللي مازال شويه ضعيف، حتى هو طور التنميه، ولكن مازال ماشي السوق مثلا ديالنا ولا ديال شمال افريقيا بصفه عامه. السؤال على الطاقه، على الامباكت ديال الانرجي على السيكتور اوتوموبيل. لو سيكتور اوتوموبيل alors الجو فرنساويه ماشي مشكل ياك. لو شوف كاين deux aspects. كاين d'abord خدينا l'aspect actuel de l'augmentation des coûts d'énergie en Europe. Il faut le dire, c'est quelque chose qui est en notre faveur, parce qu'aujourd'hui alhamdoulilah, les coûts énergétiques sont restés sous contrôle. Donc ça veut dire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est ça améliore la compétitivité du Maghreb sur l'échiquier global de l'industrie automobile, en tout cas la région Europe-Afrique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il confirme la position du Maghreb comme une plateforme fiable et compétitive sur du moyen long terme, effectivement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt, dans un contexte difficile, c'est clair, mais c'est quelque chose qui est en notre faveur là, par rapport à l'industrie locale, parce que ça nous permet encore une fois de nous positionner d'une manière beaucoup plus compétitive sur peut-être des technologies ou là des commodités, les maquinages compétitifs avant, d'accord, notamment les commodités qui sont énergivores, transformation de la matière ou les technologies d'assemblage, mais les technologies de transformation de matière, d'accord. Donc ça nous permet d'être encore plus compétitifs. Ça c'est le premier élément pour répondre à la situation de l'industrie automobile marocaine par rapport à l'industrie de la région dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, ça confirme encore une fois le positionnement d'El Maghreb comme une plateforme compétitive de production et puis surtout une plateforme fiable parce qu'il y a une inflation qui est quand même assez contenue. Alors maintenant, le secteur automobile en général. Aujourd'hui, tout le monde attend aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer pour la période d'hiver avec le conflit que vous voyez. Donc tout le monde est en attente. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne sais pas vous répondre parce que je pense même l'Union européenne ne sait pas répondre aujourd'hui. Donc tout le monde effectivement essaie de se préparer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de... Madame m'a posé la question tout à l'heure sur la matière première. Il y a beaucoup de matières premières qui utilisent le gaz comme source de production. C'est même pas l'énergie, ils utilisent directement le gaz. Et donc ça veut dire, est-ce que à l'Ahsab, comment l'hiver va être? Est-ce que c'est un hiver dur, un hiver anormal? Comment le conflit effectivement va évoluer? Pourrait impacter le marché de l'automobile en général. Et donc ça veut dire, il peut y avoir effectivement une crise, encore une fois, de pénurie de matière, des baisses de capacité, la source via la matière première, et qui vont impacter le marché en général. Et donc, alors bien évidemment, monsieur l'a dit tout à l'heure, une bonne partie via le secteur exporte vers l'Europe. Si effectivement le marché principal est impacté, il faut aussi qu'on s'y prépare. Donc le risque, il est là. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler, parce que personne ne sait comment les choses vont se passer. Mais en tout cas, je pense, donc Rachid l'a dit tout à l'heure, je pense que nous avons un secteur industriel automobile qui est très résilient. On a fait nos preuves. Donc, on sait aussi gérer pas mal d'inconnus. Et c'est encore la force du secteur industriel d'Iena, c'est cette agilité. Donc, on a su développer une agilité, là au niveau de nos capacités, là au niveau de nos process, etc., pour pouvoir gérer ce type d'alliés dans le futur. Moi c'est Marcel, journaliste Al-Bayan. Ma question est la suivante. Comment la voiture électrique peut-elle contribuer à la problématique du développement durable?
Donc, comme l'a dit Ayoub là juste maintenant, nous avons la chance d'avoir investi depuis 15 ans sur les énergies renouvelables. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique est encore sous contrôle. Il y a des éoliennes, il y a des parcs solaires. La voiture électrique, j'imagine, ce développement au Maroc va faire appel à des infrastructures, de bornes, donc de recharge un peu partout, qu'il faudra alimenter. Et l'orientation, c'est plus le développement d'énergie renouvelable, donc des éoliennes et des parcs solaires. Je ne vois pas comment on pourrait faire marche arrière sur ces axes de développement, quoi. Donc, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, Ayoub, par rapport à ça. Bon. Vous voulez que je vous réponde de manière industrielle ou philosophique? Parce que ça dépend. Écoutez, je ne sais pas si on est les bonnes personnes pour bien répondre à cette question-là. Vous savez qu'il y a un débat de manière globale, même sur la nature des énergies renouvelables. Est-ce que vraiment ce switch vers le véhicule électrique, est-ce qu'il est vraiment éco-friendly sur du long terme, hein, sachant avec les histoires de recyclage, etc. Et là, effectivement, on rentre dans d'autres aspects. En tout cas, ce qu'il en est, effectivement, je pense que c'est... Et ça, c'est à mon sens personnel. Je pense que c'est un sujet, de toute manière, il y a des évolutions technologiques qu'il faut qu'on prenne. S'il y a une évolution technologique, c'est qu'il y a un sens derrière, d'abord. Si on bascule petit à petit vers des véhicules beaucoup plus électriques, donc qui produisent moins de CO2, donc c'est déjà un plus au niveau évolution technologique et impact, effectivement, de l'industrie automobile sur notre environnement en général. Alors bien évidemment, il y a d'autres questions qui sont plutôt liées à l'évolution technologique qui vont venir, notamment le recyclage de la batterie, et puis d'autres aspects qui sont liés, la pérennité des matériaux rares aussi, etc., qui sont liés à ces aspects-là. Et ça, je pense que c'est une évolution technologique qui fera son cours. Je pense que c'est important à ce que notre pays, d'abord, prenne ce virage-là, et dans l'industrie, pour pouvoir la rendre plus green, utilisant de l'énergie renouvelable, l'idée de plus avoir, en tout cas j'espère personnellement, avoir de plus en plus de véhicules électriques roulant sur nos routes, et disposer de l'infrastructure qui va bien. Ça, je pense que ça va avoir un effet au niveau environnemental, et puis ça ne répond certainement pas à toutes les questions liées effectivement à ces aspects de recyclage, notamment pour les batteries, etc. Ce sont des choses, je pense que, et ça encore une fois c'est mon avis personnel, il faut aussi laisser aux scientifiques et à la technologie le temps aussi d'évoluer avec les contraintes que nous gérons en tant que sur le globe en général. J'ai une question par rapport aux exportations. Le ministre a déclaré récemment que 100 milliards de dirhams sont atteignables à la fin de l'année. Jusqu'à juillet, c'était 60 milliards. Est-ce qu'au vu de ce qui se passe en Europe, l'inflation, les politiques restrictives de la Banque centrale, est-ce que les 100 milliards sont atteignables? En plus, le ministre vise 200 milliards en 2025. Est-ce que, au vu des changements qui vont s'opérer dans le secteur avec l'électrique et tout ce qui se passe dans le secteur, dans le monde, est-ce que c'est... Deuxième question concernant la formation. Et est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'il y a des modules qui sont destinés à l'électrique? Est-ce qu'on s'est préparé à ce segment des matérialistes? Bien, merci pour ces deux questions. Alors, la première, 2025, je ne sais pas, c'est le ministre a annoncé, c'est qu'il a certainement ses statisticiens et ses prévisionnistes qui ont des éléments dont peut-être nous ne disposons pas. Je préfère vous parler de cette année. 2022, ce que nous avons mis au budget en fin 2021, nous sommes là un petit peu au-dessus par rapport à ce que nous avions mis dans le budget pour 2022.
Donc on peut dire aisément que les chiffres annoncés pour 2022 vont être atteints, sauf catastrophe dans un mois, dans un très court terme. Donc, à aujourd'hui, l'impact de la guerre en Ukraine nous on n'a pas senti, en tout cas dans l'usine du Gérige, j'ai continué à produire au-dessus du budget à moyenne de 10-15% à chaque mois. Chaque mois, on dit qu'il va y avoir un impact le mois prochain, mais non, aujourd'hui la visibilité sur octobre et novembre est bonne. Donc après, il ne reste plus qu'un mois, on peut espérer que fin d'année 2022 va être largement au-dessus de nos espérances et donc atteindre le chiffre des 10 milliards d'euros à l'exportation. Mais nous ferons le point. Déjà en octobre, on fera un mi-chemin, puis vous aurez le ministre en face, de lui poser la question directement. Mais c'est rassurant par rapport à l'année 2022. Sur 2025, il y a certainement des négociations en cours, des choses qui sont aujourd'hui, nous en tant qu'AMICA, nous n'en disposons pas, qui permettent de dire de 100 milliards sur l'horizon 2025, il a parlé. Bon, donc c'est réaliste, c'est jouable, mais nous n'avons pas aujourd'hui les indicateurs qui peuvent nous permettre de vous l'assurer. C'est ça que je veux dire. Alors, la deuxième question concerne l'information. Ça, c'est une très bonne question, parce que effectivement, la formation, c'est le levier de développement de nos ressources humaines, qui elle-même est un pilier de notre industrie. Je vous rappelle, comme a dit mon collègue Ayoub tout à l'heure, à très juste titre, par rapport à la question de l'activité, des craintes par rapport à l'activité vis-à-vis de l'Europe, c'est nous qui allons chercher l'activité. Elle vient penser pas un jour, qu'on se tient demain, on va produire tel modèle au Maroc. Non. C'est qu'il y a des études stratégiques et qui leur permettent de dire produire dans telle ou telle région, c'est plus bénéfique pour l'actionnaire. C'est des entreprises qui sont cotées en bourse et donc ils doivent servir les intérêts de leur actionnariat. Donc aujourd'hui, cette compétitivité doit être maintenue, cette crédibilité, et un levier essentiel est la formation et le développement des compétences. Nous avons des instituts spécialisés dans l'automobile, que vous connaissez très bien, qui s'appellent les IFMIA. Nous en avons un nombre de 4, qui permettent de préparer des techniciens supérieurs pour intégrer les usines d'assemblage et aussi les centres d'études, en termes de conception, d'études, sur des systèmes, des logiciels d'études et des dessin industriels. Et puis, pardon ? Oui, alors c'est Jamal Tfadal. Vous avez ici le directeur général des IFMIA, organe majeur pour le développement de l'industrie automobile. Non, je peux ajouter une chose pratiquement. Donc les IFMIA, il n'y a pas uniquement la formation des techniciens, le bac plus 2, mais il y a des formations pour les industriels. Donc vous savez que nous, au niveau d'IFMIA de Kinitra, on a formé tout le personnel de PSA. Donc on a une très bonne relation avec PSA. Et tous les collaborateurs de PSA, des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, ils sont passés par le centre de formation de l'IFMIA de Kinitra. Donc on a le savoir-faire, on sait. Donc on a accompagné Stellantis dans cette démarche. Donc ces formations-là sont des formations à l'embauche. Ça veut dire un investisseur, lorsqu'il s'installe au Maroc, il a un besoin particulier. Donc on a des équipes qui accompagnent ces industriels pour pouvoir faire face à tout ce qui est besoin en formation. Donc je peux citer même un exemple technologique. On est en train d'installer un système qui n'existait pas au Maroc, une technologie nouvelle. Et on est en train d'envoyer nos ingénieurs en Europe pour pouvoir être formés et former le personnel de l'investisseur ici au Maroc. Donc même pour l'électrique, on sait faire et on va accompagner nos industriels lorsqu'ils s'installent au Maroc. Voilà. Merci. مساء الخير. إبراهيم المرابط جهة بوائمة.
ذكرتوا بأن قطاع ديال السيارات في المغرب تأثر تقريبا بأزمة كوفيد، وأيضا تأثر بمشكل ديال الطاقة والمشاكل اللي عرفتها أوروبا. السؤال اللي عندي هو المغرب ربما نقدر نزيدوا ليه واحد المشكل آخر اللي هو العلاقات بين الدول، العلاقة بيننا وبين فرنسا اليوم نعرف من ماذا تمر اليوم. واش قطاع السيارات عندنا في المغرب هو قطاع واقف على الصح، يمكنش يتأثر بهذه الأزمات اللي وهذه المشاكل الدبلوماسية اللي كتوقع بين الدول؟ هذا الشيء طفى لي السطح خصوصا بعد الزيارة ديال ماكرون للجزائر. اليوم بغينا نعرفوا واش هذا القطاع يعني ما قدش يتأثر بهذه الأمور المرتبطة بالسياسة. السؤال الثاني هو وحنا عندنا المقدرة وعندنا المؤهلات وعندنا الإرادة أننا نشوف قطاع ندخلوا الجيل الجديد ديال قطاع السيارات الكهربائية. واش المغرب اليوم عنده هذه المقدرة وعنده هذه الاستطاعة؟ والسؤال هو واش قدرنا ندمجوا في هذا القطاع خصوصا يعني السيارات الكهربائية الطاقات المغربية اللي كاينه في العالم. شفنا الخطاب الملكي الأخير يحث على إدماج المغاربة والطاقات المغربية في العالم، وعندنا مقدرات يعني عندنا طاقات على مستوى العالم اليوم ومعروفين. واش قدرنا ندمجهم في هذا القطاع ونستخدموا الخبرات ديالهم حنا الأولى، ماشي أن يستفدوا منها الناس في الدول الأخرى عاد حنا كنكونوا في المرتبة الثالثة أو الرابعة. يعني واش نقدروا أننا نوقفوا هذا القطاع خصوصا بالدعم والخبرات ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. شكرا. Très juste, الطاقات المغربية البشرية اللي مدبر الخط اللي كتكون في دول غربية واللي عندها qui peut ramener de la valeur ajoutée au niveau du pays sont les bienvenus toujours. J'en fais partie. J'ai vécu 13 années chez Renault en France et je suis rentré, alhamdoulilah, je ne regrette pas. Il y a un bon nombre de mes amis aussi qui font partie de ça et c'était suite à l'appel de Feu Sa Majesté Hassan II des années 90. Donc c'est l'histoire qui se répète. Donc ça c'est toujours ouvert, c'est pas une nouveauté. Celui qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à ajouter, qui a une valeur ajoutée, qui a surtout la volonté de venir et de s'intégrer dans son pays d'origine, il est la bienvenue. On a des exemples aussi au niveau des médias, il y en a un peu partout. Nous sommes un secteur aussi qui n'échappe pas à cette règle. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Ouvrir le pays à davantage de compétences qui ont quelque chose à rajouter, une valeur ajoutée additionnelle. Et pour ça, en tant que filière, nous avons un site. Nous avons un site qui est ouvert au grand public, sans être adhérent. Vous pouvez rentrer, vous inscrire, demander des contacts, poser des questions. Il y a une équipe permanente sous la responsabilité de Simifter, c'est présent. Abdelaziz, regardez bien, vous l'enregistrez. C'est la Windows Person porte d'entrée pour l'AMICA avec une équipe de jeunes dynamiques et motivés qui peuvent vous renseigner sur les démarches à suivre auprès des différentes institutions qui peuvent vous aider à avoir de l'information ou de l'aide. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect consistait à ce qu'on a les possibilités, les capacités d'intégrer ces nouvelles technologies. Là, je vous réponds tout de suite. Oui, nous l'avons prouvé sur des technologies autres, c'est la technologie de pointe. Il y a 10 ans, on nous disait, pour dessiner une pièce automobile, sur un système comme Katia, il faut avoir 10 ans de dessin, il faut avoir une expérience, etc. Et nous avons quand même commencé. Et on a vu au bout de quelques années, un an ou deux, nous avons pu générer des experts en dessin qui peuvent développer. Pour rappel, il y a des entreprises aujourd'hui qui arrivent à déposer des brevets. L'exemple de TE ici présent, on dirige, c'est Daoudi en quelques brevets à leur actif, pas combien, plus d'une vingtaine de brevets qui sont déposés, reconnus au sein de leur groupe et au sein du métier. Donc nous avons de l'innovation, nous avons un potentiel qui est énorme. Nos ingénieurs
qui sortent de nos écoles marocaines n'ont rien à envier à leurs collègues d'autres pays. Nous avons été imprégnés de cet apprentissage. Il y a une soif d'apprendre, il y a une soif de progresser que nous sentons tous les jours dans nos castings, dans nos embauches. J'ai visité il y a moins de 2 mois l'école l'ENSAM de Meknès avec quelques collègues et nous avons pu rencontrer les dirigeants et les étudiants. Nous sommes en prise directe avec les universités à Tanger ou à Rabat. Donc c'est sûr que c'est un axe qui est amené à se développer davantage, ce partenariat public-privé entre les universités et l'industrie. À notre sens, est un petit peu faible, nous sommes en train de le tirer. Preuve, notre président a souhaité inviter Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui sera, j'espère, parmi nous, 26 ou 28. En tout cas, il est invité. Nous le relancerons. J'espère qu'il n'a pas d'autres contraintes. Et donc, ça prouve que nous avons le potentiel, nous avons la volonté de se préparer à ce virage. Et les écoles, les EFNIA sont spécialisées, sont sous j'ose dire, pas la responsabilité, mais sous l'empreinte de l'AMICA pour pouvoir préparer des techniciens pour la filière. Et donc c'est un exemple de réussite extraordinaire. Nous préparons des techniciens sur mesure pour nos filières, pour donc les évolutions à venir. Et voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez d'autres inquiétudes, n'hésitez pas à nous appeler, même en dehors de cette séance. D'ailleurs, on continue la discussion autour du café dès que vous sentez le besoin. S'il y a d'autres questions, on continuera autour du café. Des questions peuvent continuer. S'il vous plaît. La dernière ? Oui, j'en ai 2, s'il vous plaît. 2 rapide question. Bonjour, alors c'est pour Industrie du Maroc. 2 questions, s'il vous plaît, pour l'AMICA. Notamment par rapport à cette crise russo-ukrainienne aujourd'hui et l'impact sur l'industrie, notamment marocaine, spécifiquement sur l'automobile, comment la crise actuelle impacte-t-elle le secteur automobile? Ça, c'est d'un. Question un petit peu vague, mais on peut la spécifier. Et les difficultés sont-elles plus en amont ou en aval de la chaîne de valeur? Pouvons-nous avoir plus de précision sur l'axe concerné, notamment par rapport à cette crise? Ça a été déjà dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les pays qui sont impactés, c'est notamment sur le coût de l'énergie. Je parle des pays européens. Ici, nous avons la chance d'avoir investi dans des énergies renouvelables et nos consommations aujourd'hui par rapport à nos disponibilités font que la crise est encore sous contrôle. Je parle en termes d'énergie pour le tissu industriel. Je ne parle pas du consommateur sur la voiture directe, le prix du gasoil ou de l'essence. Je ne parle pas de ça. Je parle des énergies. Moi, je n'ai pas vu la facture de mon usine augmenter ces derniers mois à cause de la guerre en Ukraine. Alhamdoulilah. Et donc ça, c'est effectivement parce que nos coûts d'énergie ici restent quand même sous contrôle grâce au développement des énergies renouvelables et donc la stratégie de nos consommations au niveau de l'industrie automobile. Si Ayoub va rajouter quelque chose ou non, bon. Est-ce que ça répond à ta question ou à votre question, pardon, ou vous avez... Oui, c'est bon. Vous avez une deuxième question. Alors, quelles sont notamment les alternatives sur la table pour en cas de prolongement de cette crise? De toutes les manières que nous faisons, on n'est pas vraiment impacté. J'espère que ça va passer. D'accord. Cette question rejoint votre collègue tout à l'heure. Donc, effectivement, le développement futur de la voiture électrique va amener plus de consommation électrique et là, je pense que le développement des éoliennes, des énergies renouvelables, des parcs solaires, etc., va aller davantage de manière... C'est une solution pour répondre à ces besoins additionnels en termes de consommation de voitures électriques. Je vous remercie. Alors, je vous invite à prendre le café et puis continuer les discussions, les questions avec tous les collègues là, de l'industrie automobile. Et encore une fois, je vous remercie pour votre présence, votre disponibilité et je remercie le conseil d'administration de l'AMICA pour le soutien et l'équipe d'organisation du salon.